Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net Plus, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette 18e émission déjà de l'après-ski. Nous allons revenir sur les courses du week-end, notamment celle de Crans-Montana. Et qui de mieux qu'un homme qui est monté 2 fois sur le podium samedi et dimanche, Alexis Monet. Salut Alexis. Salut. Et tu es accompagné par la personne qui te suit le plus depuis 8 ans, c'est Stéphane Grichting, ton préparateur physique. Salut Stéphane. Salut. On va commencer par les courses féminines qui ont eu lieu à Sestrières, avec notamment la 100e victoire de Mikaela Shiffrin. C'est complètement fou Alexis ce chiffre. Ouais, c'est fou. Quand on voit Marco c'est 45, c'est déjà pas mal. Puis elle c'est plus que 2 fois plus. Donc c'est assez impressionnant. Stéphane, cette longévité sur 14 ans, comment on peut expliquer ça en tant qu'entraîneur physique ? Oui, c'est assez incroyable, mais je pense qu'elle est très méticuleuse dans tout ce qu'elle fait. Elle a eu la chance, c'est un grand talent, bien évidemment. Mais après, il faut cultiver tout ça, il faut toujours performer. Chaque année, il faut remettre un petit peu le branlement de combat pour arriver à chaque fois se motiver. Et c'est vrai que c'est assez incroyable à son âge de pouvoir déjà autant performer. Ça, Elle n'a que 29 ans. Hein. Ouais, en plus, elle est jeune. Ouais. C'est une source de motivation quand tu la vois amasser ses titres. Motivation, oui et non. Je pense que ça risque d'être très compliqué d'arriver à ce niveau-là. Après, non, c'est clair que ça motive et puis ça donne envie. Et maintenant, on va parler du gros morceau. C'était ce week-end. Descente Super G à Crans-Montana pour un premier test grandeur nature avant les championnats du monde de 2027. Et il y a eu ce triplé déjà samedi. Alexis Marco disait la saison dernière qu'il espérait enfin une fois vivre un triplé avec vous, avec ses coéquipiers. C'est enfin fait. C'est quoi les sensations quand on se retrouve à 3 sur ce podium ? C'est assez fou. J'ai déjà pu vivre ça à 6 à Salbar, c'était incroyable. Pour le combiner par équipe. Oui, voilà. Exactement. Après, hier, c'était encore différent en Suisse. Devant tout le public qu'il y avait, c'était vraiment fou. On disait juste avant de monter sur le podium, c'est presque bizarre parce que on n'avait pas l'impression d'avoir fait beaucoup mieux que les autres. Et puis on a quand même réussi à faire un triplé, donc c'était vraiment incroyable. On a l'impression que c'est les championnats de Suisse à la maison, quoi. Presque. Après, je pense qu'il faut faire attention et puis continuer à faire ce qu'on fait, parce que les autres nations ne vont pas s'arrêter comme ça. Stéphane, tu étais sur place apparemment, oui. Tu étais avec les fans club pour vivre la course, c'était comment ? Exactement, oui, c'était très chaud. très chaud avec tous les fans club. C'est vrai que c'était un peu les championnats suisses, comme tu l'as dit. Mais de voir cette unité pour un sport individuel, c'est assez incroyable. Moi qui viens quand même du football, où j'ai l'impression que des fois on était moins solidaires dans un sport collectif qu'eux ils le sont sur un sport individuel. Donc c'est assez frappant. Et puis quand le groupe vit bien, en général les résultats suivent aussi souvent. Tu as le droit à l'apéro avec les fans club ? Ouais, très tôt en plus. très tôt. Alexis, tu as fait 3e lors de la descente, 2e lors du Super G. Beaucoup qualifient la piste de facile, mais après Kitzbühel, Bormio, tu arrives bien à t'adapter à toutes les pistes apparemment. J'étais un peu étonné parce qu'au début de la semaine, je pensais pas pouvoir faire ces résultats-là. Je me suis dit, si je fais un top 15 en descente, ça serait déjà pas mal. Et puis, finir sur le podium, c'était vraiment cool. Après, en Super G, pouvoir refaire un podium, c'était encore mieux. Et puis, 2 podiums en Suisse, c'est encore différent de tous les autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute cette ferveur populaire, il y a le public, on s'imprègne de ces émotions. Il y a le public déjà tout le long de la piste, c'est un peu comme à Wengen. Et puis là, en plus, c'était en Suisse romande, donc pour moi, c'était peut-être encore un peu plus spécial. 250 membres de mon fans club qui étaient là, et puis c'était incroyable. Tu disais que c'était pas forcément une piste faite pour tes qualités. Toi, tu la juges comment ? C'est clair que c'est pas une piste difficile, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Après, le jour de la descente, j'ai trouvé que c'était cool à skier, je me suis fait plaisir.
Il faudrait peut-être rajouter à 1 ou 2 endroits de la vitesse. Après, les mouvements de terrain, ils sont cool. Et puis, je pense que c'était un bon test pour les championnats du monde, mais il y a encore 1 ou 2 trucs à améliorer. Tu l'as ski des fois pour toi, Stéphane? Très rarement. Et beaucoup moins vite surtout. À l'époque, je crois qu'on te surveillait. Giroud te surveillait pour pas que tu ailles skier. Bon, nous, on avait dans notre contrat tous les sports dangereux, on ne pouvait pas les faire. Donc voilà. Moi, j'ai toujours été sur les skis depuis 4-5 ans. Et puis j'ai toujours appris à mes enfants aussi à faire pendant la pause hivernale. La pause hivernale, j'ai toujours skié. Donc voilà, ça ne m'a pas posé de problème. Mais il ne faut pas qu'il arrive justement à une blessure suite à ça. Mais Giroud était au courant? Non, certainement pas. Allez, on se replonge dans ce week-end de folie en images. Regardez. Comment construit-on un athlète de haut niveau? Comment on amène un jeune athlète à devenir une bête de course en Coupe du Monde? C'est ce qu'on va tenter de décortiquer avec vous. Ça fait depuis 2018 que vous travaillez ensemble. Alexis, qu'est-ce qui t'a motivé de t'entourer d'un préparateur physique alors que tu étais tout juste majeur? Tu avais 18 ans à l'époque. À vrai dire, c'est plutôt mes parents au début qui ont fait ce choix-là. Moi, au début, j'avais beaucoup de peine à m'entraîner, que ce soit à la maison. Après, j'étais à Brigue, donc ça allait un peu mieux quand j'étais en groupe. Mais ouais, c'est pas ce qui me motive le plus, c'est pas le plus fun pour moi. Moi, j'adore skier, et puis voilà. Donc, quand j'étais plus jeune, j'étais pas le plus gros travailleur, mais je pense que j'ai réussi à bien changer ça. Si tes parents t'ont dit maintenant, tu vas aller bosser en salle. Ouais, et puis c'était surtout pour avoir un bon accompagnement. Quelque chose qui soit fait pour moi, et pas que j'aie des blessures, que ça soit de dos ou bien d'autres, un programme peut-être pas bien fait ou pas adapté à mon corps. Stéphane, tu te rappelles du jeune Alexis quand tu l'as récupéré à l'époque, il était comment? Oui, bien sûr, je me rappelle la première fois on avait rencontré avec Patrick son papa et lui à Sierre quand on avait le locaux là-bas. Mais oui, c'est clair que pour nous c'est un honneur de pouvoir travailler au long terme avec un athlète. Parce qu'on peut vraiment développer et puis continuer cette progression, aller vraiment sur l'âge physiologique. On l'a eu à la sortie de la puberté avec les problèmes qui arrivent chez tous les sportifs de haut niveau. Donc on a pu vraiment régler ça, adapter chaque fois. Et bien évidemment que c'est un honneur de pouvoir travailler avec un athlète. Bien évidemment que là on est encore plus content parce que le travail paye pour lui. Mais après, le travail il est le même avec tous les jeunes qu'on doit évaluer, qu'on doit suivre leur carrière dans n'importe quel sport. Tu parles de problèmes typiquement. Comment bon, alors il y a beaucoup de blessures qui arrivent aussi. Alors aussi au niveau des travails de la charge, on ne travaille pas la même chose avec un skieur qu'avec un footballeur ou avec quelqu'un qui fait de la natation. Donc aussi les charges, on doit vraiment les adapter, on doit les protéger. Donc travailler en amont pour justement accepter d'avoir des charges de 200-250 kg sur le dos. Ça, c'est la réalité du ski actuellement. Donc, on doit travailler juste pour justement amener ces athlètes-là à pouvoir descendre Kitzbühel avec la plus de sécurité possible. Et ça, c'est un grand passage qui est fait en salle avant. Comme dit Alexis, c'est clair que c'est pas très fun de transpirer pendant 3-4 mois dans une salle de sport avec des longs entraînements de
un petit peu de tout ce qui doit être mis en place pour 2 minutes 30 ou 2 minutes 40 de descente, que son sport c'est ça, c'est le ski, c'est ce qui lui fait vibrer, donc c'est jamais évident, mais c'est le passage obligé. Et quelles ont été les différentes phases pour qu'Alexis devienne l'athlète qu'il est aujourd'hui ? Alors il y a bien évidemment beaucoup de phases de stabilisation, tout ce qui est ce gainage, ce travail un petit peu de toutes les chaînes pour le rendre vraiment beaucoup plus stable. Puis après, bien évidemment que la construction de force est hyper important, plus après la puissance et la vitesse. Alexis a des qualités d'élasticité et d'explosivité hors normes par rapport à tous les skieurs qui font les tests à Macolin ou avec nous. Donc on doit aussi cultiver un petit peu ça, on doit faire des choix aussi un petit moment parfois pour travailler un petit peu différemment avec ces qualités-là, pour le rendre aussi un petit peu plus terrien, rendre un peu plus proche de la descente aussi. Donc c'est tout un travail de longue haleine qui ne se fait pas en 3 mois ni en 6 mois, mais en plusieurs années pour qu'un athlète soit complet. Et à quel moment on peut dire qu'un athlète atteint sa maturité physique ? Alors ça c'est compliqué à dire, on a des athlètes qui ont 25 ans qui ne sont pas prêts, et puis il y a des athlètes qui sont prêts beaucoup plus tôt, ça dépend ce qu'on fait en avance aussi, en amont, ça dépend le sport aussi, bien évidemment que comme je l'ai dit avant, un skieur il a beaucoup de charges sur le dos parce qu'il doit freiner 3-4 fois le poids de son corps, ça c'est mathématique, sinon il se met en danger. Donc ça, les skieurs le savent. Un footballeur, on n'a pas besoin d'avoir une barre aussi lourde. Donc c'est assez compliqué à vraiment prédire cet âge où il est en pleine plénitude Il y a toujours des petites choses à faire, toujours des adaptations, puis surtout à le maintenir. Alexis, on l'a amené à un certain point maintenant, mais maintenant, il faut aussi maintenir tout ça. Une voiture, elle passe toujours au garage après chaque course, après chaque année, il faut gonfler les pneus. On parle souvent de ça, mais c'est véridique. Donc il faut refaire les fondamentaux, il faut toujours les chercher un petit peu plus loin pour qu'il puisse amener son niveau de ski le plus loin possible et puis prendre les risques qu'il faut pour être devant en limitant justement ces risques de blessures. Mais être suivi de manière précoce, donc, amène à une maturité physique qui peut être avancée. Complètement, oui, par rapport aux âges physiologiques. C'est vrai que maintenant, on travaille beaucoup avant la puberté, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut amener avant la puberté. Puis après, pendant la puberté, on travaille un peu plus la force, un peu plus le renforcement. Et puis après la puberté, on essaie de mettre cette agilité, cette coordination et tout ça avec la force. Et puis ça donne des athlètes beaucoup plus complets que si on les reprend un peu plus tard et il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc c'est souvent un petit peu ça le challenge. Et puis comment on travaille avec un garçon, avec une fille, quel âge, puberté et ainsi de suite. Et ça, c'est des choses qu'on travaille comme ça et c'est pour ça qu'on a la chance de pouvoir planifier en individuel. Ouais. Alexis, tu as pris combien de masse durant ces 3-4 dernières années au niveau poids? Fais attention, j'ai les stats. J'ai pas de conneries. Je sais pas, mais je pense un peu moins de 10 kilos. Ah, c'est tout? Ouais. Ah, je pensais qu'on prenait quand même en s'entraînant. Depuis que j'ai commencé les premiers tests, je crois que je faisais 72, puis là je suis à 91, 92. Donc, ouais. Ça, c'est la seule photo de toi qu'on a trouvée où tu es en train de faire de la condition physique. D'ailleurs, c'est sur le compte Instagram de Elitment où tu travailles, Stéphane. Sur ton compte, il n'y a aucune trace de toi en train de faire de la condition physique. C'est vraiment quelque chose que tu aimes pas. Non, ça va, j'aime bien encore maintenant. C'est un moyen de transpirer, les programmes ils sont aussi cool, j'aime bien. Alors ça va. Ouais. Non. Et puis non, c'est pas le truc que je préfère, ça c'est clair, je vais pas le cacher, mais je prends quand même du plaisir. Après, le moment où c'est le plus dur pour moi, c'est quand je recommence à skier l'été et qu'il faut revenir dans les salles 1-2 semaines et après retourner skier. Il faut être un peu tyrannique pour être entraîneur physique, Stéphane? Pas du tout, non. Je crois que ça a fini un petit peu la mode des entraîneurs où plus c'est dur, mieux c'est. Voilà, maintenant, je crois qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites à certaines époques. Maintenant, on est beaucoup plus dans le calcul de la charge, du volume et tout ça. Et puis, ce qui est important aussi, c'est pas de faire une préparation une année, picobello, voilà. C'est de durer aussi dans cette préparation. Et je pense qu'avec Alexis, on essaie d'avoir une continuité, de lui proposer des choses qui sont aussi ludiques. Bien évidemment, quand il passe en salle puis qu'il doit faire 3 semaines de force, il sait que pendant 3 semaines,
il va être très fatigué, mais c'est le passage obligé. Mais il faut trouver un petit peu, garder ces athlètes toujours un petit peu sous tension, en étant aussi assez ludique et puis en trouvant toujours des petites choses challenging qui le permettent de rester toujours un petit peu dans ce jeu-là. Alexis, lors des entraînements, qui c'est qui souffle le plus? C'est toi ou c'est Stéphane qui te regarde Ça dépend lesquels entraînements, mais des fois je pense que c'est lui qui souffle le plus. Stéphane, tu es un ancien footballeur professionnel, hein, tu as joué à Sion, à Auxerre en équipe nationale. Il me semble que tu disais que tu n'aurais jamais pu faire une préparation physique de skieur, que c'est totalement différent. Totalement différent, oui, bien sûr. Alors déjà, c'est un sport individuel, donc ça change déjà beaucoup la donne. Et puis nous, on avait quand même une grosse partie de physique, de conditions physiques, mais très peu de musculation, de prophylaxie, de gainage, c'est aussi un petit peu basique. Et c'est sûr que ça, quand je vois un petit peu ce que j'ai fait moi à l'époque et ce qu'on propose maintenant chez Litment ou d'autres préparateurs physiques, c'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit. Mais d'un autre côté, j'aurais bien voulu me mettre dans la peau d'un athlète de haut niveau, parce que nous, on a fait vraiment beaucoup de choses, des fois un peu limites. Et puis là, maintenant, quand on arrive vraiment à contrôler les charges, à avoir un vrai fil rouge et une vraie philosophie, ça change quand même la donne. Et c'est sûr que l'athlète peut progresser, mais aussi mentalement, c'est pas non plus comme certaines fois où j'ai des préparations que j'ai fait avec certains préparateurs physiques italiens où quand on voyait le préparateur physique, on avait envie de le tuer, quoi, tout simplement. Puis je pèse mes mots, parce qu'on savait qu'on allait courir, on allait vomir, on allait... Voilà. Et on n'en est plus là, heureusement. Ouais, maintenant, tout est calculé. Alexis, quel est le profil type d'un descendeur? Il faut être grand, gros, baraque. Est-ce qu'on est plus sur du type de Dominique Paris, qui est un modèle? Bon, il est grand, Dominique, mais est-ce qu'il existe vraiment un profil type, selon toi? Moi, je pense pas. On voit, il y a des Dominique Paris qui font plus de 100 kg, des Fragno qui sont aux alentours, moi qui suis vers 90 et puis Marco qui est juste en dessous. Je pense que tout le monde peut avec son corps faire du mieux qu'il peut et gagner des courses. Après, il faut réussir à trouver la bonne manière de faire pour soi, et puis c'est le plus important. Albert Popov aussi pourrait faire de la descente. C'est un peu plus difficile. Avec Wengen, ce sera un peu plus délicat. Il continuera à faire du slalom. Et est-ce que vous travaillez différents aspects qui sont moins visibles? On a parlé de la force, mais peut-être la prévention de blessures ou la proprioception? Oui, ça on fait une grande phase en début de saison, donc en général au mois de mai, où là on reprend un peu les fondamentaux, on essaie vraiment de renforcer, de stabiliser, d'aligner, de rendre le corps prêt à souffrir, entre guillemets. Et puis ça, on fait toujours des petits checks, on réévalue, on fait des petits tests pour voir un peu où il en est. Maintenant, avec plus de 7 ans, on a beaucoup de data j'ai beaucoup de data sur Alexis, donc je sais exactement quand est-ce qu'il est en forme, quand est-ce qu'on peut charger un peu plus, un peu moins. Donc c'est toujours un petit peu le passage obligé. Puis après, il y a toujours des retours où soit des entraîneurs, soit d'Alexis aussi, où on doit prendre en compte, et puis on essaie de travailler des petits aspects un petit peu plus pointus. Comme cette année, on a quand même passablement travaillé le fait qu'il devait un peu plus encaisser d'être plus fort dans l'encaissement des chocs, des bosses et ainsi de suite. Et puis apparemment, je pense que ça porte quand même un petit peu ses fruits. L'année dernière, on avait beaucoup travaillé les chaînes latérales, on a beaucoup travaillé l'aspect latéral, donc ça c'est des choses aussi je pense qu'il est plus à l'aise là-dedans. Et puis c'est perpétuellement des petits détails, c'est une Formule 1, donc on n'est pas en train de faire 10 tours de manivelle, on est en train de régler au niveau préparation physique. Puis après, bien évidemment, il y a le matériel, il y a la technique, les capacités de l'athlète à être fin, de trouver son ski. Vous utilisez aussi une salle d'hypoxie, donc une salle où vous pouvez vous entraîner à 3000 mètres. Explique-nous les bienfaits que ça a. Alors c'est compliqué, il faudrait presque faire une émission complète là-dessus. Mais en 10 mots. En 10 mots, non. Alors oui, Alexis a fait ça pendant un petit bloc cet été avant de partir à Saas-Fee, sauf erreur. Oui, alors l'objectif, c'est justement de retrouver un environnement où il y a manque d'oxygène pour que la capillarisation se fasse un petit peu mieux au niveau des cellules, pour que le jour où il est dans des phases plus basses, il puisse mieux récupérer et
qu'il arrive vraiment, c'est vraiment c'est du dopage naturel en fait. Et oui, c'est du dopage naturel pour essayer d'adapter le corps à des stress un petit peu en altitude. Et puis ça facilite aussi le fait que en début d'année, en début de saison, quand il va, ça se fait ou à Zermatt, qu'il ait déjà cette adaptation qui est créée par rapport à ça. C'est un entraînement que tu apprécies ? Oui, non, ça va encore. C'est pas les entraînements les plus intensifs parce que comme on est en altitude, on peut pas mettre les mêmes charges, donc ça va plutôt tranquille encore. Enfin, ça dépend lesquels. Mais... On passe maintenant à ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Voici Tsapé, la nouvelle mascotte de Crans-Montana 2027. C'est le petit Adam de Fuy qui l'a dessiné et qui a remporté le concours. Alexis, qu'est-ce que tu penses de cette mascotte ? Non, c'est une mascotte. Elle est bien. Après, je pense, moi personnellement, j'aurais pas fait ça comme ça, mais c'est pourquoi pas une bonne idée. T'aurais fait quoi ? T'aurais fait quoi ? Une vache Non, peut-être pas un bonnet, mais un truc un peu plus vivant. Après, c'est peut-être pour rappeler le froid lors des mondiaux, puis ça serait peut-être pas mal. Stéphane, toi, tu as vécu plusieurs grands événements, il y avait sûrement des mascottes. Il y en a une qui t'a marqué dans ta carrière ? Pas forcément, non. Même pas aux Jeux, quand tu regardais des Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde Non, j'ai pas forcément. Plutôt les ballons, où c'était un peu plus marquant parce que je me rappelle qu'en Afrique du Sud, ils avaient sorti un nouveau ballon. Jaboulani, c'est juste. Voilà, exactement. Je sais pas d'où je le sors, mais. Et il était injouable, donc on a mis 3 semaines à apprivoiser un ballon, donc c'était peut-être voilà. Mais la mascotte, ça m'a pas frappé en tout cas plus que toi. Allez, on tourne la page Crans-Montana, également la page de pub qui va arriver tout soudain et on va passer un petit coup de téléphone à un homme volant, à Kilian Payer, qui va débuter ses championnats du monde de ski nordique en Norvège. Vivez local, banquet local. On va prendre un peu de hauteur puisque l'on va retrouver en Norvège un homme volant, Kilian Payer, le Vaudois qui va participer à ses 6e championnats du monde à Trondheim dès la fin de cette semaine. Kilian, on imagine que tu te réjouis de participer à ces championnats du monde au pays du ski nordique. Oui, absolument. Je pense que ça va être une belle fête. Apparemment, tous les tickets sont sold out, donc je pense qu'il y aura du monde pour nous encourager. Et apparemment, en plus de ça, les tickets pour le saut à ski étaient sold out en premier. Donc ça promet. ça promet. Déjà, Lillehammer, la dernière fois, c'était de la folie. Kilian, quels vont être tes objectifs et dans quel état de forme tu te trouves avant ces championnats du monde ? L'état de forme est correct. Je pense que voilà, ça peut toujours être mieux, mais ça peut être pire. Donc je me réjouis de ce qui va venir. Et puis, ça dépendra un peu de la forme du jour, tout simplement. Je pense que voilà, si j'arrive à bien trouver le rythme du tremplin, je peux vraiment me faire plaisir. Et puis, c'est encore vraiment difficile à dire, quantifier un peu ce que ça peut donner. Tu es au port du top 30 au classement général de la Coupe du Monde. Tu t'es classé 5 fois dans le top 20 cette saison. Comment tu analyses ton hiver jusqu'ici ? Pour l'instant, c'est correct. Comme je l'ai dit avant, on peut toujours faire mieux. Mais ça reste une des saisons de ces 2-3 dernières années, une des meilleures saisons. Donc, je pense que il y a des bonnes choses à prendre. Et puis, quand j'arrive à faire vraiment 2 bons sauts pendant le concours, j'arrive théoriquement aussi à me rapprocher du top 10. Donc, je pense que c'est aussi là que j'aimerais pouvoir performer ces 2 semaines qui vont arriver.
Objectif top 10, comme tu l'as dit, mais si on parle championnat du monde, on peut remonter à 2019. Tu es le dernier Suisse médaillé en saut à ski dans un grand événement. Tu avais fait médaille de bronze sur le grand tremplin d'Innsbruck. Ça reste le meilleur souvenir de ta carrière. Oui, je pense que c'est un des meilleurs souvenirs de ma carrière, en effet. Voilà, ça a été une journée ou même quelques jours sur place là-bas où vraiment tout a fonctionné. J'avais le rythme du tremplin parfaitement en moi. Et voilà, c'était absolument génial. Sur le petit tremplin, j'ai pas passé très loin. Les conditions étaient absolument pas fair-play à ce jour-là, donc c'était un peu dommage. Mais sinon, voilà, je pense que c'était en effet un beau souvenir que je garde toujours en mémoire. Pour les gens qui ne connaissent pas forcément bien le saut à ski, comment tu pourrais décrire les sensations quand tu voles, quand tu sautes parfois quand tu es sur les plus grands tremplins, tu voles jusqu'à 200 mètres. Comment c'est, quel est le sentiment? Ah, le sentiment est juste incroyable. Je pense que je sais pas comment je pourrais vraiment dire pour une personne qui n'a jamais fait de saut à ski quel est le sentiment, mais lorsqu'un sauteur fait un bon saut, on le sent assez rapidement. Et on sent en fait que dès la sortie du tremplin, donc des moments où on saute, on est vraiment en l'air, on sent que les skis et le corps, ils travaillent ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on arrive à garder la vitesse et qu'on arrive à juste planer avec les skis. Et en fait, en l'air, c'est un moment où on commence à accélérer en l'air. On sent qu'on accélère en l'air, on est de plus en plus rapide. Et c'est là que les distances, les longs sauts se créent et les moments magiques arrivent. Les gens, ils doivent penser que vous êtes fou quand même de vous élancer comme ça, tête en avant sur de tels tremplins. Ouais, alors on entend souvent qu'on est un peu fou. Après, finalement, on commence sur des tout petits tremplins. On commence vraiment sur des tremplins de 5-10 mètres. Et sur ces petits tremplins, justement, même si on saute pas, on est vraiment à un demi-mètre ou un mètre, pendant 1 mètre en l'air. Donc c'est vraiment des tout petits sauts. Et puis ensuite, plus on progresse, plus on va sur des grands sauts, des grands tremplins et les sauts deviennent de plus en plus longs. On salue d'ailleurs Gregor Deschwanden qui est passé derrière toi, ton coéquipier qui lui aussi sera au championnat du monde, qui va également viser la médaille. Tu feras quoi en 2039, Kylian? En 2039 je sais pas, aucune idée. Tu aurais 43 ans comme Simon Hamann actuellement. Mais c'est un phénomène, Simi. Exactement. Simon, c'est un phénomène. J'en mets ma main en feu qu'en 2039, je ne serai pas au championnat du monde activement. Voilà, c'est un pari. Après, en effet, pour revenir à Simon, c'est clair que voilà, c'est quelqu'un qui aime le sport et je pense que il arrive encore à prendre du plaisir et c'est ça qui arrive à le maintenir finalement, peut-être pas à son meilleur niveau, mais à un niveau tout à fait acceptable. On te remercie, Kylian, d'avoir pris quelques minutes pour évoquer ces championnats du monde. On se réjouit de te suivre à Trondheim. C'est dès la fin de semaine. Et nous, on va retourner en plateau avec un autre médaillé mondial. Alexis, maintenant, on va parler un petit peu de toi. 4 podiums cette saison, dont les premiers sur la prestigieuse Stelvio avec une victoire, à la Streif, 2 médailles aux mondiaux. En combiné par équipe et en descente, on peut dire que c'est une saison de rêve. Ouais, en tout cas, je n'avais pas imaginé ça comme ça au début de la saison. Y a tout qui va bien et puis je profite à fond. Enfin, je prends du plaisir sur les skis et puis c'est le plus important. Et comment tu expliques ce step de l'année dernière à cette saison ? Là, comme ça, c'est compliqué. Non, je pense que physiquement, on a bien travaillé cet été. Enfin, même depuis 7 ans maintenant, on travaille bien. Le matériel fonctionne aussi super bien. Techniquement, je skie peut-être un poil mieux que les années passées. Et puis après, y a aussi la confiance et puis un peu cet état de flow qui joue un peu là-dedans. Stéphane, toi, comment tu vois cette percée d'Alexis ? Oui, il a un petit peu d'avance sur ce qu'on avait peut-être prévu en début d'année où... Pour nous, le principal, c'était qu'il ne franchisse pas les steps trop vite, dans le sens où il n'était pas prêt de les faire. Là, on a mis en place au niveau physique.
Puis en contrepartie aussi, il a travaillé pas mal avec ses skis qui vont super bien. Et puis comme il a dit, quand on est en confiance, quand on est sûr de son matériel, sûr de ses jambes, c'est clair que ça avance beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est les petits détails aussi. Je pense il analyse toujours très bien ses courses, même qu'en début de saison, quand il y avait une ou deux courses qui étaient un petit peu moins bien. Voilà, les passages, peut-être l'expérience qui manque sur certaines peut-être courses, sur certains passages. Puis ça, il va encore l'apprendre au fur et à mesure. Mais il analyse toujours très bien. Donc pour nous, c'est aussi facile de comprendre et de continuer à stabiliser sur cette préparation physique. Et puis le reste, il y a aussi un groupe qui avance bien. Ouais. Alexis, quand tu as débarqué sur la Coupe du Monde il y a 3 ans, tu disais que tu te fixais 5 ans pour être dans le top 15 mondial. comme l'a dit Stéphane, hein, les temps de passage sont un peu... Tu es en avance, hein, comme sur la piste. Comment tu perçois, tu as l'impression de brûler les étapes ou pas? Non, pas du tout. Ouais, je pense qu'il y a le groupe qui aide aussi beaucoup. On est presque des jeunes. Si on regarde dans le top 30, on est les plus jeunes dans le top 30. Et puis je pense que ça aide, on s'entraide tous, on est tous là pour les uns, pour les autres. Si on a des questions, même que ce soit sur le matériel, je pense que je peux aller vers n'importe qui et puis ils vont me donner leur avis. Du coup, ouais, je pense que le groupe fait beaucoup, on s'entraide beaucoup. Les entraîneurs font aussi un super travail pour nous sur les analyses vidéo et ça. Et puis, ouais, c'est vrai que j'avais dit dans 5 ans, mais ouais, je suis un peu en avance et puis voilà, je vais pas me plaindre. Légèrement. tu parles du matériel, hein, tu skis sur les mêmes skis que Marco Odermatt, des Stöckli, et maintenant il paraît que tu skis sur le même modèle, c'est juste? Ça dépend où, on n'a pas beaucoup de modèles de ski, nous on en a 2, donc c'est pas compliqué. C'est surtout en fonction des conditions de neige. Après on a des fixations, des plaques, mais moi je reste souvent sur les mêmes trucs parce que j'ai pas trop envie de m'embêter à tester. Mais c'est bien d'avoir comme référence Marco Odermatt sur le matériel, on peut imaginer. Ouais. Oui, ça c'est clair. Après, on skie, je pense pas du tout la même chose. Donc des fois, on a le même matériel, puis ça fonctionne bien pour les deux. Puis des fois, ça fonctionne un peu moins bien pour l'un ou pour l'autre. Et puis il faut essayer de trouver les petits trucs qui font que ça va aller un peu mieux. Là, c'était bien Crans-Montana, justement. le doublé Stöckli. On parle de Coupe du Monde, mais tu as aussi été champion du monde junior. Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit il y a quelque chose à faire ou c'est une étape pas très importante dans ta carrière? Si, quand même. Je sortais d'une période assez difficile où j'avais plus trop de plaisir sur les skis. Cette année-là, j'ai renouvelé eu beaucoup de plaisir. Les résultats en Coupe d'Europe, ils sont venus aussi assez vite. Moi, j'avais entendu parler des mondiaux juniors, mais je pensais pas pouvoir y aller, donc c'était un peu une surprise d'y aller. Et puis après, j'ai gagné là-bas, donc c'était cool. Je pense que ça m'a donné confiance en moi, et puis ça m'a aussi permis un peu de rêver un petit peu plus aussi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, hein, tu viens de Châtel-Saint-Denis, dans le canton de Fribourg. Ton papa Louis entraînait Didier Cuche. C'est là qu'est venue la passion du ski, hein, pour toi. Il m'a mis sur les skis assez tôt, ça c'est clair. Après, moi je pense que j'ai tout de suite aimé le ski parce que j'étais avec ma famille, mes parents, ma sœur. Et puis aussi, j'allais souvent aux entraînements du ski club parce qu'après mon papa était entraîneur au ski club. Au début, j'étais le plus jeune, donc je pense que ça m'a forcé un peu à vouloir aller toujours un peu plus vite, un peu mieux, skier mieux. Et puis après, c'était aussi le plaisir de skier avec les copains, faire un peu les cons dans la station. Et puis voilà. Au Paco. Exact. Et tu avais des posters de Didier Cuche évidemment dans ta chambre. Oui, ça j'en avais un qui m'avait signé et dédicacé, donc il est resté longtemps. Il est encore d'ailleurs chez mes parents. Tu lui as dit? Ouais, je pense qu'il le sait. En te côtoyant, on a l'impression que tu es une force tranquille, mais par contre, quand tu mets des skis au pied, tu es complètement déchaîné. C'est aussi le sentiment que tu as? Non, en tout cas, quand je suis au départ, je suis aussi plutôt tranquille. J'essaye de rester calme. Si j'essaye de m'énerver, après, je skie vraiment pas bien. Mais je pense qu'après, sur les skis, c'est vrai que je suis peut-être pas exactement la même personne. Pas plus déterminé, mais ouais, je sais pas comment l'expliquer. T'as ce lion qui se réveille en toi. Un petit peu. Chien fou. Un chien fou, c'est Fragno. Oui, parce que Stéphane Rogentin compare Fragno van Almen à un chien fou dès qu'il skie. Tu confirmes
qu'il est comme ça, enfin il est calme, mais du moment qu'il doit travailler, Alexis doit travailler, il a cette hargne du sportif de haut niveau. Oui, il est assez perfectionniste. En tout cas, en salle, parfois il s'énerve pas mal. Il peut le confirmer. Donc voilà, mais il sait se canaliser. Et puis je pense qu'il est souvent dans sa course. Et puis c'est quelqu'un qui est très fin, donc il a besoin aussi de cette sérénité et pas forcément de partir dans tous les sens et d'être engagé comme certains skieurs le sont. Lui, il arrive vraiment à poser son ski, donc je pense qu'il est aussi comme ça. Il a aussi besoin de ça pour performer. Et est-ce que tu es superstitieux avant une course? Tu as un rituel ou un objet porte-bonheur? Superstitieux, non, mais c'est clair. Enfin, j'ai des petits trucs que je fais. Je mets tout le temps le ski droit avant, même la chaussure droite, je la mets toujours avant la gauche. Après, avant le départ, il y a toujours un enchaînement de petits trucs que je fais, que ce soit l'échauffement ou bien juste avant le départ. Mais c'est pas de la superstition, c'est plutôt pour mettre mon corps et mon cerveau en mode course et puis lui dire maintenant on y va tranquillement au départ, quoi. Maintenant que tu t'es installé dans les meilleurs descendeurs du monde, quels sont tes rêves? Je pense qu'ils n'ont pas changé. Il y a Kitzbühel, c'est toujours mon plus grand rêve. Après, c'est clair, moi, gagner un globe, ça c'est un truc, je pense, ça couronnerait un peu ma carrière. Après, c'est toujours faire mieux, faire plus de podiums puis gagner plus, mais il y a tout le monde qui veut faire ça. Tu parlais de Kitzbühel, c'est après ton podium sur la Streif que tu t'es rasé la tête. C'est un pari avec les coachs qui remonte à la saison dernière, c'est juste? Ouais, alors c'était à Svalbard au final de Coupe du Monde. Au début de la semaine, mon entraîneur me dit « ton coiffeur il est mort ou bien pas ?» Puis j'ai dit « non, il est pas mort, mais j'ai pas eu le temps d'y aller, mais si je fais un podium, tu peux me raser si tu veux. » Et ils ont oublié à Bormio de te raser la tête. Ouais, un peu dans l'euphorie du moment, je pense qu'il y a tout le monde qui a oublié. Puis c'était aussi 8 mois après, donc c'est normal qu'ils aient oublié. C'est qui a pris la tondeuse? À Kitzbühel, d'abord on a dû couper au ciseau parce qu'on n'avait pas une super tondeuse. Puis après ils m'ont dit on pourrait laisser comme ça. J'ai dit non les gars, ça va pas. Puis on était, je sais pas, c'était à 9h le soir. Il y avait les deux Marco, Eliane Leto, le Finlandais et puis Justin aussi. Un beau souvenir. Ouais, c'était cool. On va maintenant passer aux questions au tac au tac. Plutôt money time ou prolongation? Money time. Golf ou plongée? Golf. Vin vaudois ou fromage fribourgeois? Fromage fribourgeois. Après ski à Kitzbühel ou à Wengen? Oh, compliqué. Wengen, j'ai jamais fait encore, donc Kitzbühel. Boule à zéro ou mèche sur le côté surfeur? Les deux. Tu vas rester comme ça du coup maintenant? Non, je pense pas. On va laisser pousser un petit peu, mais peut-être pas autant long. En parlant de capillarité, il y a quelqu'un que tu connais bien et toi aussi qui voulait te poser une question à toi, Stéphane. Alors... Petite question pour toi, Stéphane. Comment se fait-il t'es osé d'exiger d'Alexis qu'il fasse la même coupe que toi? Alors, en cas de victoire, mais tu peux pas faire ça. Oui, j'ai exigé parce qu'apparemment ils vont encore plus vite, donc c'est cool. Donc là, il a une bonne vitesse avec ça, donc voilà. Après, je lui ai dit, malheureusement, pour moi, j'ai la même coupe que lui, mais moi, ça repousse plus, donc c'est un peu le même problème. Lui, dans 2 mois, il aura de nouveau la mèche sur le côté. Marc parlait du fait qu'il voulait pas se couper les cheveux parce que son casque serait trop grand. Est-ce que c'était ton cas? Non, moi j'ai eu de la chance. Je pense qu'il était peut-être avant un poil trop petit du coup, mais maintenant il est parfait. Peut-être un minimum trop grand, mais ça va bien. Et pour toi, Alexis, une dernière question d'un ancien coéquipier qui a voulu te rendre l'appareil. Salut Alexis, d'abord bravo pour ce week-end de folie, vraiment c'était trop beau de pouvoir vibrer pour vous sur les gradins à cran et surtout d'avoir une super excuse pour faire la fête jusqu'à tard le soir après là-bas en haut, donc bravo, continue comme ça, tu nous fais rêver, vraiment trop beau. J'avais une petite question, c'est que maintenant que tu es la recrue la plus titrée de notre volley, qu'est-ce que tu as à dire à tes camarades d'armée comme moi qui se foutent toujours un peu de ton entraînement qui durait presque moins longtemps que notre échauffement? Merci Yannick. Yannick. De Yannick Chablot. Merci Yannick. Non, pas grand chose à dire. Non,
c'est vrai qu'il rigolait un peu de moi parce que j'étais dans le moment où on faisait Force Endurance. Force Endurance court, mais c'est un programme qui est très court mais intensif. Et puis c'est vrai des fois ils avaient à peine fini l'échauffement. Moi je partais, j'étais un peu content. Non, ouais, c'est une autre manière de s'entraîner que celle qu'ils avaient. Et puis je sais pas, pour moi ça fonctionne mieux, peut-être pour quelqu'un d'autre ça fonctionne moins bien. Et puis voilà. L'émission touche déjà à sa fin. Alexis, Stéphane, merci beaucoup d'être venus sur le plateau. Alexis, on te souhaite une merveilleuse suite de saison, qu'elle soit aussi belle que ce qu'elle a commencé. Et à la maison, n'oubliez pas la tournée en piste du Nouvelliste qui sera ce week-end à Champélac. On se quitte en musique avec une chanson choisie par Alexis Headless. Je sais pas si c'est en rapport avec les cheveux. C'est une chanson que tu partages avec Fragno apparemment sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec un nouvel invité de marque. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao, ciao. Your face, you stay with me all the night. You say to me tonight. Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net Plus, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman.